C'est quand même quelque chose que dans un instant, nous tenterons d'éclaircir. Nous nous pencherons également sur les initiatives européennes et particulièrement sur le plan de relance pour l'Europe, un plan qui a été accouché au forceps lors du plus long sommet européen de l'histoire, le 21 juillet dernier. Et la façon dont il sera financé a amené certains à le saluer comme un événement historique, un moment hamiltonien. Et je crois que pour nous aider à comprendre son contenu exact, ses objectifs et ses enjeux, je ne pense pas qu'on puisse trouver un meilleur orateur que notre conférencier d'aujourd'hui. Parce qu'en matière d'économie internationale et d'économie européenne, André Sapir est une véritable sommité. Je ne vais pas faire son curriculum en détail, c'est impossible. Signalons simplement qu'il a travaillé déjà au moins pendant 15 ans pour la Commission européenne, notamment en tant que principal conseiller économique de Romano Prodi, qui était le président de la Commission à l'époque. C'est d'ailleurs fait connaître en 2003 en publiant un rapport qu'on a appelé le rapport Sapir, qui s'appelait le Programme pour une Europe en croissance, et c'est un rapport qui a fait couler énormément d'encre. On peut en reprendre pas mal de conclusions pour l'instant, je pense, mais ça peut faire l'objet d'un autre débat. Il est encore professeur à l'ULB, encore quelques heures par semaine. Il est aussi chercheur à l'Institut Bruegel, ainsi qu'au Center for Economic Policy Research de Londres. Citons encore qu'il est coprésident du comité scientifique consultatif et du Conseil général du Conseil européen du risque systémique, qu'il a été élu membre de l'Academia Europea et de l'Académie royale de Belgique. Par son histoire personnelle, qui est très peu banale, pardon, c'est un citoyen du monde. Et je suis vraiment très heureux de lui passer la parole à l'instant. J'arrête mon partage. Je vous rends animateur. Voilà, je n'ai pas encore, je vous dis déjà bonjour. Attendez encore une dizaine de secondes. Bonjour à vous, Monsieur Lyon. Bonjour voilà. à tout le monde. Je vous remercie pour votre gentille, très aimable introduction. Et surtout, je suis vraiment ravi d'être parmi vous tous et de faire cette présentation. Je pense sur un sujet, je vois par le nombre de personnes inscrites et présentes, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. C'est un sujet qui nous intéresse tous. Et je ferai ma présentation. J'espère que nous aurons assez de temps pour que je puisse également avoir un dialogue avec les participants et répondre aux questions, parce que bien sûr pour l'orateur, c'est toujours la partie finalement la plus intéressante d'avoir le retour des participants. Alors, je vais essayer de partager ma présentation. Voilà. J'espère que vous pouvez la voir. Oui. Très bien. Alors, je ferai une présentation en deux parties réellement. Donc, je vais commencer par décrire les phases économiques, plutôt bien sûr de la pandémie, puisqu'on va parler d'économie, mais on parle d'économie liée à la situation sanitaire, bien sûr. Donc, je vais d'abord parler des phases. Et dans ces phases, il y a effectivement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 2020, on est encore ou à nouveau dans une situation d'urgence. Et puis on parlera du plan de relance. Donc il y a un petit peu la situation telle que nous la vivons aujourd'hui en 2020, et puis la situation telle qu'on espère pouvoir la connaître à partir de 2021, puis ce qui va suivre, qui est effectivement la reprise et la manière dont les politiques peuvent jouer un rôle et doivent jouer un rôle au niveau belge et au niveau européen. Alors, d'abord, les phases. Vous verrez que mes slides sont en anglais. Je vais parler en français, mais j'ai souhaité que le texte soit en anglais parce que c'est finalement plus facile pour moi. Mais bien sûr, je vais parler en français. Je regardais le dernier rapport du Fonds monétaire, qui date pas d'il y a très longtemps, qui date du mois dernier, le Fiscal Monitor,
Et lui parle de trois phases. Ce sont les phases que les gens utilisent. J'entends le commissaire européen aussi utilise cette nomenclature des trois phases dans la situation sanitaire et la situation économique, avec une première phase qui était celle que nous avons connue véritablement au printemps jusqu'à l'été, qui était celle d'un lockdown généralisé. Et puis, il y a eu une réouverture partielle en phase 2. Et puis, il y a la phase 3 qui sera celle de la reprise après que nous ayons réussi à faire des progrès substantiels en matière de vaccination. Et si on voit ces trois phases, les discussions qu'on a, on voit bien que les gens ont, et je le décris aussi ici dans la partie à droite sur ce survey d'économistes américains qui date de juin, disons, dans toutes ces discussions, on voit bien que on a presque de manière naturelle, c'est ce qu'on nous a appris presque à l'école, je dirais, depuis que nous sommes tout petits, on a tendance à avoir une vue linéaire des choses. On a une phase 1, et puis on passe à la phase 2, et puis on passe à la phase 3. Sauf que, eh bien, on voit où nous sommes aujourd'hui au mois de novembre. Oui, on a eu une ouverture partielle, mais maintenant, on a un lockdown partiel à nouveau. Donc, on voit bien que l'évolution dans la vie réelle, l'évolution, elle n'est pas linéaire. On peut aller de l'avant, mais on peut aussi revenir en arrière. Et sans doute que parmi les différents schémas qui sont décrits à droite, sans doute que le W est sans doute celui qui se rapproche le plus peut-être aujourd'hui de la réalité. Donc on a eu une phase de décroissance extrêmement rapide pendant le lockdown généralisé au printemps. Et puis oui, il y a eu une reprise importante pendant l'été et même au mois de septembre. Et puis, voilà, à partir du mois d'octobre, depuis plusieurs semaines, on a un reconfinement, pas aussi généralisé qu'au printemps, mais un reconfinement qui signifie à nouveau, bien sûr, un ralentissement important de l'activité économique, même si ce ralentissement n'est sans doute pas aussi important que ce qu'il avait été au printemps. Mais bon, voyons où va nous amener l'hiver avant que on ait des bonnes nouvelles l'année prochaine. Donc, je pense que la forme en W est sans doute assez réaliste. Et donc, avant de parler de la reprise, et de la planification de la reprise, on doit voir qu'effectivement, le passage de la situation actuelle à la reprise, non seulement elle n'est pas linéaire, elle est assez incertaine, bien entendu, sur son timing. Donc, je pense que c'est une situation difficile, bien sûr, de manière sanitaire, mais aussi de manière économique et de manière politique pour ces plans de reprise. Alors, au niveau des mesures gouvernementales, au niveau des mesures publiques, des mesures fiscales, ben, il y a des mesures dans la phase d'urgence et il y aura des mesures pour la phase de reprise, pour la phase de relance. Dans la phase d'urgence, ben, on a toutes les mesures à court terme qui sont de soutien au système sanitaire, de soutien aux ménages, de soutien à l'emploi, de soutien aux entreprises à travers toute une série de mesures en termes de taxes, en termes de liquidité, en termes de garanties de différents types. Et nous avons aussi, dans nos pays, pour l'instant, ben on voit bien, on fait des prêts aux entreprises, on a des reports en termes de taxation, mais à un moment, on voit bien qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir des très très grandes difficultés et on devra voir. Il y aura des choix à faire. Est-ce que de plus en plus d'entreprises vont tomber en faillite, ou bien est-ce que les pouvoirs publics vont transformer ces prêts en prêts à long terme ou finalement en transfert pur et simple ou en participation. Tout ça, c'est encore une chose à régler et qui est liée à la durée de cette phase d'urgence
qui pourrait encore durer plusieurs mois. Mais bien sûr, nous devons, et le gouvernement belge, les autorités, et bien sûr au niveau européen aussi, réfléchissent et agissent déjà en termes de mesures de relance pour la reprise. On voit bien que ces mesures ne seront pas, ou ne doivent pas être tellement des mesures qui visent à stimuler la consommation privée, parce que là, on sait bien que l'épargne, elle a fort augmenté dans notre pays, dans la plupart des pays européens. Les consommateurs sont bridés dans leur consommation, donc ils ont un coussin d'épargne qui vraisemblablement sera suffisant pour, lorsque les bonnes nouvelles seront là, elles seront établies, elles seront fermes, les consommateurs voudront consommer. On l'a déjà vu cet été. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais par contre, du côté investissement, là, il y aura des choses importantes à faire et le rôle des pouvoirs publics et de l'investissement public sera important. Mais il y aura aussi, pour stimuler la croissance, il n'y a pas que la stimulation à travers l'investissement public. Il y a aussi un rôle important de la part des pouvoirs publics de créer des meilleures conditions à travers l'investissement public, mais à travers d'autres mesures, des mesures structurelles, des meilleures conditions pour la croissance et pour l'investissement privé. Alors, je voudrais donc diviser cette présentation en une première partie qui parle un peu des mesures d'urgence avant de passer à la question de la reprise et du plan de relance. Donc, ces mesures d'urgence, elles sont encore extrêmement importantes et dépenses importantes. Ces dépenses, elles sont financées. Comment sont-elles financées? Elles sont financées par l'émission de dette. Tous les États membres de l'Union européenne ont émis des dettes importantes et ces dettes sont placées sur les marchés. Les marchés ont été d'ailleurs assez friands pour l'achat de dettes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des autorités européennes? Moi, je tends à décrire cette situation comme le fait que nous avons reçu, ou les gouvernements européens ont reçu de la part des autorités européennes, à la fois Commission et Banque centrale européenne, une licence pour pouvoir emprunter autant que nécessaire. Donc, la Banque centrale européenne a mis en place ces programmes, ces nouveaux programmes d'achat de dette, et on sait bien que, disons, essentiellement, les règles fiscales européennes ont été suspendues et certainement au moins jusqu'à la fin 2021. Donc, il n'y a aucune contrainte à l'émission de dette. Et en fait, de manière assez surprenante, on pourrait le penser, on entend même la Banque centrale encourage les États à emprunter autant que nécessaire en disant qu'il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Et donc oui, les États ont été en mesure d'emprunter. Il y a eu en plus le programme européen mis en place par la Commission, le programme SURE pour financer les mesures de chômage de 100 milliards d'euros. Le mécanisme européen de stabilité, lui, lié à la zone euro, a créé également une facilité d'emprunt dont je parlerai un petit peu plus tard, de 240 milliards d'euros. Donc, les ressources existent pour que les États puissent faire face à la situation d'urgence que nous connaissons cette année-ci. Et je dirais oui, cette stratégie a été une stratégie qui a eu du succès. Maintenant, Monsieur Lyon l'a gentiment rappelé, effectivement, il y a des différences importantes malgré tout en termes de croissance entre les pays européens, en dépit du fait que les pays européens ont été en mesure de faire ces emprunts, mais il y a eu des différences importantes en termes de la croissance en 2020. Et moi, j'ai essayé d'un petit peu analyser les raisons de cette différence de croissance. Et on voit que grosso modo, il y a trois groupes de pays. Il y a un groupe de pays, celui d'en haut ici, qui a été fortement touché et qui comprend les pays du sud, de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce, mais aussi
la Croatie, aussi l'Irlande en fait, et aussi la France. Puis il y a un groupe de pays qui lui était beaucoup moins atteint, même si beaucoup moins ça veut dire quand même une perte substantielle. Mais des pays comme l'Autriche, comme les Pays-Bas, comme la Pologne, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme le Danemark, comme la Suède. Et puis il y a les pays qui ont été affectés de manière, on va dire moyenne, mais moyenne ça veut dire une perte importante et dont la Belgique fait partie. Mais on voit bien déjà ici que les pays du Sud, mis en rouge, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, ont été beaucoup plus touchés que les pays qu'on a appelés les pays, les frugaux, les 4 pays frugaux, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, qui ont pris une position en flèche, effectivement, durant cette longue négociation du mois de juillet sur le plan de relance. Ce sont aussi des pays qui ont été moins affectés en termes de croissance, certainement par la pandémie, surtout au printemps, même si certains de ces pays aujourd'hui, on a tous vu les dernières nouvelles sur l'Autriche, certains de ces pays sont fort touchés aujourd'hui aussi. Donc, moi, j'avais essayé de comprendre pourquoi cette différence en termes de croissance dans cette phase d'urgence de 2020. En tout cas, sur base des données pour la première moitié de l'année, parce que c'est une étude que j'avais entreprise durant le mois d'août, septembre. Donc, ce sont des données réellement basées sur la première moitié de l'année, mais projetées pour toute l'année 2020. Et puis, bon, les hypothèses, c'était que oui, la situation sanitaire et les mesures de lockdown sans doute avaient joué un rôle. Oui, les différences de structure entre pays et en particulier le fait que pour certains pays, le rôle du tourisme dans l'économie joue un rôle beaucoup plus important. Le fait que oui, je me posais la question, est-ce qu'il y a eu une contrainte fiscale? Est-ce que les pays qui entamaient l'année 2020 dans une situation défavorable par rapport au niveau d'endettement public qu'ils avaient, est-ce que ça avait joué un rôle? Ça avait été une contrainte fiscale par rapport à leur capacité de répondre à la crise? Et puis finalement, est-ce qu'il y a aussi des questions de gouvernance? Des pays sont organisés, certains sont mieux organisés que d'autres, au niveau privé, mais au niveau public aussi, pour pouvoir gérer des crises et pouvoir gérer des situations d'aléas économiques. Alors, quand j'avais regardé un petit peu les 27 pays, quand on fait des corrélations entre, disons, c'est qu'on mesure ici en ordonnée sur les Y, ce sont les pertes en termes de PIB, et puis ici je mesure, ici à gauche, le lockdown, hein, la sévérité du lockdown. Oui, c'est vrai que voilà, il y avait relativement peu de lockdown en Suède, il y en avait beaucoup en Italie. En général, on voit, oui, il y a une corrélation importante entre la perte de PIB et la sévérité du lockdown. Il y avait aussi une corrélation négative importante entre perte de PIB et tourisme. Par exemple, un des pays qui avait souffert le plus, ou qui a souffert le plus cette année en 2020, c'est la Croatie. C'est le pays où le tourisme joue un rôle très, très important. Si on regarde sur la contrainte fiscale, oui, on voit aussi ici qu'il y a une corrélation négative. Les pays plus endettés semblent avoir une année 2020 beaucoup plus dure en termes de perte de PIB et finalement en termes de qualité de gouvernance, en utilisant un indicateur de la Banque mondiale, on voit que les pays qui ont une meilleure gouvernance, comme les pays nordiques, ils s'en tirent beaucoup mieux que les pays du Sud, dont l'Italie, mais d'autres pays du Sud. Voilà. Ça, c'est un petit peu des corrélations. Alors moi, ce que j'avais fait, comme économètre, j'avais fait des régressions, j'avais essayé d'expliquer les différences entre pays européens sur les performances de croissance telles qu'on les estimait encore au mois de juillet 2020. Donc, c'était les performances de croissance pour 2020 anticipées en juillet 2020 et par rapport à l'anticipation du mois de février. Et là, on voit que les explications lockdown, tourisme et gouvernance jouent un rôle, mais qu'au contraire, la dette, lorsqu'on met tout ça ensemble, on voit que la dette n'a pas joué de rôle. Donc, le niveau d'endettement a été en quelque sorte effacé grâce
aux mesures qui ont été prises essentiellement par la Banque centrale européenne. Donc, même des pays qui étaient fort endettés n'ont pas eu véritablement de contraintes en termes de mesures fiscales pour gérer la situation d'urgence. On verra, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas avoir de problèmes plus tard, mais pour l'instant, en tout cas pour 2020, les choses se sont passées de manière relativement raisonnable à ce niveau-là. Mais les pays du Sud ont souffert, mais pour d'autres raisons, pour les raisons liées au tourisme, pour les raisons liées au lockdown et pour des raisons liées à la gouvernance qui est souvent assez mauvaise dans un certain nombre de ces pays. Et si vous regardez ce graphique, si on se concentre un instant sur la dernière barre, la barre la plus à droite, où je compare S4 à F4, les 4 pays du Sud que j'avais identifiés tout à l'heure, la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne par rapport aux 4 pays frugaux, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Et là, j'essaye de décomposer la différence. Pourquoi les 4 pays du Sud ont eu une performance économique moins bonne en 2020, en tout cas telle qu'estimée en juillet 2020, que les pays frugaux, que les pays, on va dire, du Nord, ben, on voit cette décomposition en 3 facteurs. L'élément le plus important dans les 100% de la différence, c'est la partie bleue, c'est le lockdown. Il y a eu beaucoup plus de mesures de lockdown et sans doute gestion en général, disons, ça c'est la situation sanitaire et le résultat qui a été le lockdown. Donc ça explique environ 50%. L'explication suivante, qui est la partie beige ici, c'est la gouvernance, qui explique environ un tiers de la différence de performance, et puis une partie moins importante, mais pas complètement absente, qui est liée à la situation de la structure économique, le tourisme. Donc, pour moi, une leçon importante sur laquelle je reviendrai et que j'ai beaucoup discuté avec des collègues à la Commission européenne, c'est le rôle de la gouvernance. Donc, oui, bien sûr, il y a la situation sanitaire. Oui, bien sûr, il y a la situation en termes de structure économique et de tourisme, disons, on va dire de malchance de pays qui, comme l'Espagne, comme d'autres pays, comme la Grèce, comme la Croatie, qui ont vu une chute terrible en termes de tourisme, mais il y a aussi un facteur qui est un facteur de gouvernance qu'il faut garder à l'esprit et qui est, je pense, important. Et ça, c'est lié à des questions, disons, on va dire structurelles et qui sont, je pense, nécessaires à gérer. Alors, maintenant, j'arrive au plan de relance. Je l'ai dit tout à l'heure déjà, les États membres, tous les États membres ont, et heureusement, dépensé de manière généreuse pour financer l'urgence. L'urgence a été grave et elle appelait des plans importants pour pouvoir gérer cette situation, à la fois de manière sanitaire, mais aussi de manière économique pour les ménages et pour les entreprises. Mais clairement, plus cette situation va durer, plus la reprise sera difficile et plus effectivement un plan de relance sera nécessaire et plus en même temps les pays se seront fortement endettés pendant la phase actuelle, la phase d'urgence. Et là, je reproduis, bon, je ne vais pas les discuter, mais vous les aurez pour vos références, je reproduis à côté, dans le petit tableau pour 2020, disons quelles sont maintenant dans les prévisions de la Commission, que la Commission a sorti en octobre 2020, quelles sont les prévisions en termes de déficit budgétaire et quelles sont les prévisions en termes de niveau d'endettement. On voit bien qu'effectivement, les niveaux de déficit, ils sont très élevés. Voilà, 11,2% pour la Belgique, 10,8% en Italie, 12,2% en Espagne. Et donc, en moyenne, pour l'Union européenne, on est à 8,4, 8,8 pour la zone euro, et une augmentation de la dette
de 2019 à 2020 qui est spectaculaire, plus 20 points de PIB en Belgique et plus 20 points dans beaucoup de pays. Clair qu'il faut, et je pense qu'on a tiré, les pays ont tiré les leçons de la gestion de la crise financière. On a mis de côté le terme austérité. Je pense que plus personne ne veut reproduire cette situation. Et on veut aussi éviter ce qui inévitablement apparaît à nouveau, qui est une division de l'Union européenne, une division en tout cas de la zone euro entre pays du Nord et pays du Sud, qui vient s'ajouter à cette division que nous avons connue durant la crise financière. Pour moi, dans les discussions qui ont eu lieu lors de ce fameux sommet du mois de juillet, c'est terminé le 21 juillet, où on a eu effectivement un petit peu une division entre les pays du Sud, avec l'Italie en flèche d'un côté, et les pays du Nord, en tout cas les pays frugaux de l'autre, avec les Pays-Bas en flèche de l'autre côté. La chose la plus intéressante à observer a été le rôle de l'Allemagne, qui a véritablement changé de camp. On savait bien que pendant la crise financière, l'Allemagne s'était plutôt positionnée du côté des pays qu'on appelle aujourd'hui les pays frugaux, même si elle ne prenait pas des positions aussi en flèche que les Pays-Bas ou la Finlande. Elle penchait fortement de ce côté et il y avait, disons, la France et les pays du Sud et puis l'Allemagne et les pays du Nord. Cette fois-ci, l'Allemagne a vraiment fait la différence et si je pense on a un plan de relance qui est aussi ambitieux qu'il ne l'est, cet accord qui a été aussi ambitieux que c'est qu'on a pu réaliser au mois de juillet, c'est parce que la France et l'Allemagne, où la France a convaincu l'Allemagne, ça c'est une lecture, moi j'ai une lecture qui est un petit peu différente, l'Allemagne s'est convaincue elle-même du besoin d'avoir une autre approche que celle qu'elle avait eue pendant la crise financière. Et je pense que cette approche a été différente pour de nombreuses raisons. On pourra en revenir dans la discussion. Je pense qu'elle a fait une analyse économique, mais elle a aussi fait une analyse politique de la situation au sein de l'Union européenne, mais aussi de la situation mondiale. Et elle a eu une vision, je dirais, géopolitique, géoéconomique de cette crise qui l'a fait balancer en faveur. Elle a mis vraiment tout son poids, le gouvernement allemand a mis tout son poids en faveur du plan de relance. Alors, le plan de... Tiens, moi, je ne parviens plus à... Excusez-moi. Voilà. Donc, le plan de relance, on a tous à l'esprit ce fameux 750 milliards d'euros. On sait bien que ce plan de relance, il a deux composantes. Il y a une composante transfert, 390 milliards d'euros, et une composante prêt de 360 milliards. En fait, dans les 750 milliards du plan New Generation EU, la nouvelle génération Union européenne, il y a à l'intérieur de cela se loge la facilité véritablement de relance et de résilience qui, elle, se chiffre à 672 milliards,5. Donc, toute la partie prêt, les 360 milliards viennent à l'intérieur de cette facilité de relance, plus la majorité, mais pas l'entièreté des transferts. Donc 312,5 milliards des 390 milliards. Et puis il y a d'autres 77,5 milliards qui sont pour d'autres programmes que le programme de relance lui-même, qui sont des programmes, disons, on va dire, plus traditionnels par rapport au budget européen. Mais donc, au total, appelons tout cela, disons, les 750 milliards du plan de relance, même si dans les détails, c'est un petit peu plus compliqué.
Alors, le plan de relance, ou en tout cas la partie RFF, donc les 672,5 milliards, qui vont être répartis de la manière dont que je vais discuter ensuite, pour pouvoir avoir accès à cet argent, les États membres, que ce soit pour les prêts ou pour la partie transfert, les États membres doivent établir des plans de relance nationaux. Et ces plans de relance doivent être un paquet cohérent de réformes et de projets d'investissement public. Et donc ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Il ne s'agit pas uniquement d'investissement public, il s'agit aussi, à travers ce plan de relance, d'entreprendre un certain nombre de réformes. Et ces réformes, elles doivent être en ligne avec les recommandations spécifiques qui sont faites à chacun des États membres dans le cadre du fameux semestre européen. Elles doivent contribuer à 4 objectifs généraux qui ont été mis en avant, qui sont la soutenabilité environnementale, l'amélioration de la productivité, la justice sociale et la stabilité macroéconomique. Et on sait également que dans l'accord qui date du 21 juillet, les États membres se sont mis d'accord pour que au moins 37% des dépenses, que ce soit des dépenses en termes d'investissement ou en termes de réforme, doivent être des dépenses liées aux problèmes climatiques et au moins 20% doivent être liées à des questions digitales. Donc, on est déjà là à 57% et puis le reste pour d'autres sujets. Et on sait aussi qu'il y a un processus en principe assez exigeant. Donc, les États membres doivent, et sont en dialogue déjà pour l'instant, doivent fournir à la Commission leur plan, et leur plan qui est évalué par la Commission et qui doit être finalement approuvé par le Conseil. Donc, la Commission est un petit peu le lieu de discussion et d'évaluation des plans nationaux, mais en fin de compte, c'est le Conseil, qui devra donner son accord. Et puis, lorsque les États membres viendront en quelque sorte avec des factures pour pouvoir dépenser l'argent, il y aura à nouveau une évaluation de la Commission et il y aura, on le sait bien, de la part du Conseil européen, il y aura la possibilité d'avoir quelque part un recours au cas où un pays devrait soupçonner que les choses ne se passent pas de manière telles qu'elles sont prévues. Alors, le calendrier, les choses sont déjà en cours. Les États membres ont déjà ou sont en train de soumettre des drafts de leur plan à la Commission pour avoir cette discussion préalable sur leur plan et devront soumettre les plans le plan final pour avril 2021. Et à ce moment-là, la Commission disposera de 2 mois pour faire son évaluation. Et cette évaluation sera transmise alors au Conseil. Et le Conseil, lui, aura 1 mois pour évaluer l'évaluation de la Commission et donner ou non son approbation. Et les engagements sur les dépenses devront être finalisés donc pour l'entièreté du plan au 31 décembre 2023 et les dépenses, elles, pourront aller pour les prêts jusqu'à décembre 2025 et pour les transferts jusqu'à 2026. Donc voilà le calendrier. Je dois bien sûr aborder la question qui est cruciale. Comment est-ce qu'on alloue ces pays entre les 27 pays? C'est un plan européen. Tous les pays sont bénéficiaires des transferts et sont en principe aussi bénéficiaires des prêts, même si on le verra, il n'est pas prévu qu'un certain nombre de pays utilisent cette facilité en termes de prêts. Mais pour les transferts, certainement tous les pays ont la possibilité et vont l'utiliser. Et donc, la décision de juillet indiquait que, en termes de transfert,
la répartition entre les pays de l'enveloppe totale des 390 milliards de transferts se fera sur base de trois critères. Premier critère, simplement, la part du pays en termes de population, dans la population totale de l'Union européenne. C'est un des critères, la taille du pays en termes de population. Le second, c'est son revenu par tête, son revenu national par tête. Et puis, un troisième critère qui est sur la situation économique. Et la situation économique, c'est pas uniquement la situation économique depuis le début de la pandémie, c'est aussi la situation économique avant la pandémie et en particulier liée au taux de chômage. Donc, on donne une importance assez importante à la situation en termes de taux de chômage déjà durant la période 2015-2019 et une partie aussi pour donc la situation, la perte de PIB en 2020 et en 2021. Pour les prêts, les pays, eux, tous peuvent emprunter jusqu'à 6,8% de leur PIB de 2018. Donc, ils peuvent faire ces emprunts sur une période de temps, mais c'est par rapport au PIB de 2018. Et là, le montant, le pourcentage est le même pour tous les pays. Mais à nouveau, je le répète, tous les pays ne souhaitent pas nécessairement emprunter. Alors, si on regarde, je vous donne ce chiffre, ce tableau à nouveau pour référence. Je ne vais pas bien sûr passer en revue tous ces chiffres, hein, mais comme ça, vous pourrez voir exactement, c'est ce qu'un de mes collègues, Jolt Darvas à Bruegel, vient d'estimer, disons, parce que c'est pas très facile à travers les chiffres que publie la Commission de pouvoir toujours comprendre de quel montant chaque pays pourra disposer. Donc, ces estimations indiquent voilà, quels sont les montants que chaque pays pourra disposer par rapport aux 390 milliards de transferts. On voit immédiatement que, en termes de montant absolu, le pays, le bénéficiaire, le plus grand bénéficiaire, c'est l'Italie, avec presque 84 milliards. Le second, c'est l'Espagne, avec 74 milliards, et la Belgique, elle est là avec 6,44 milliards de transferts. Et vous voyez aussi le calendrier sur les années. Et là, les chiffres sont le montant ramené au PIB de chaque année. Maintenant, si on regarde le petit graphique que j'ai construit à gauche, qui donne une idée un petit peu de voilà quel est le montant de transfert par rapport au PIB. Si on veut un peu voir en quelque sorte quels sont les gagnants principaux. Je veux dire, tout le monde est un gagnant. Il n'y a pas de perdant, mais il y a des pays qui reçoivent, qui sont plus bénéficiaires que d'autres. On voit qu'un pays comme la Croatie, c'est des montants quand même très, très importants. La Grèce, 11% du PIB. Le Portugal, 7%. La Roumanie, 7%. L'Espagne, 6%. La Pologne, 5%. Donc ça, c'est plutôt le facteur, le critère revenu qui joue un rôle, l'Italie 5%, et puis d'autres pays, la Belgique à un niveau assez faible, parce que nous avons un niveau de PIB important, un peu plus d'1%, puis des pays comme l'Allemagne, comme les pays frugaux, sont en dessous de 1%. Alors ça, ce sont les montants pour les prêts, je ne vais pas les passer en revue non plus, mais sur base du programme européen qui est le programme SURE, où on a vu que pas tous les pays ont choisi d'emprunter les 100 milliards qui ont été mis à disposition par la Commission. Ben, on peut imaginer que voilà, des pays comme l'Allemagne, comme le Danemark, comme la France, comme le Luxembourg, comme la Suède ne vont pas utiliser cette facilité. Et la Belgique, sans doute, oui. Là, l'Italie sera encore en termes relatifs un bénéficiaire plus important, mais là on parle là d'emprunt. Et donc ici, moi j'ai calculé un petit peu les éléments ici, disons les groupes, les pays du Sud, les S4, les 4 pays du Sud par rapport aux pays frugaux, on voit bien que oui, l'enveloppe principale, donc il y a un élément de redistribution sans nul doute, l'enveloppe principale
elle va vers les 4 pays du Sud, mais aussi un certain nombre de pays de l'Est, dont la Pologne, dont la Roumanie, dont d'autres, la Croatie également. Alors, est-ce que c'est un moment hamiltonien? Non, c'est sans doute pas un moment hamiltonien parce qu'il n'y a pas véritablement de mise en commun des dettes. Euh, oui, on crée une dette commune pour les nouveaux emprunts, mais les dettes du passé ne sont pas transformées en une dette européenne. Ça aurait été, je pense, impensable, mais c'est déjà un pas en avant que des dettes futures ou une partie de ces dettes futures liées au plan de relance, en principe de manière temporaire, ces dettes, elles, sont mises en commun. Et oui, c'est vrai que l'Union européenne fait quelque chose qui aurait été impensable il y a 10 ans pendant la crise financière, et je dirais même il y a un an, totalement impensable qu'on autorise la Commission d'émettre des obligations européennes, des Eurobonds, ce sont véritablement des Eurobonds, les 100 milliards pour le programme SURE, 750 pour le programme de relance. Donc, on parle ici de montants véritablement sans aucun précédent dans l'histoire européenne. Et donc, c'est un moment important. Pas hamiltonien, mais un moment extrêmement, extrêmement important dans l'histoire de l'intégration européenne. Et en même temps, on voit bien que c'est un élément, je crois, qui est assez frappant. Il y a une forte demande des États membres pour ce programme. C'est surprenant de voir que le programme que le mécanisme européen de stabilité à Luxembourg pour les pays de la zone euro qui avait mis sur la table au printemps 240 milliards, ben ces 240 milliards, ils sont toujours sur la table. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de preneurs pour cela, alors qu'il y a déjà eu des preneurs pour les 100 milliards du programme SURE et qu'il y aura certainement les preneurs pour le programme de relance ou pour les emprunts pour le programme de relance. Donc, je dirais que le programme à ce niveau-là est un grand succès. Je termine avec quelques remarques sur le court terme et sur le moyen terme. À court terme, donc, il reste la discussion entre les États membres et la Commission et le Conseil sur les plans de relance. C'est vrai pour la Belgique, c'est vrai pour tous les pays membres. Il reste cette discussion de réforme et de gouvernance que j'avais mis en avant dans mon étude, mais aussi je pense que de plus en plus de gens mettent en avant le fait que les pays qui vont bénéficier du plus de la part du gâteau la plus importante, qui sont les pays du Sud et les pays de l'Est, ben, certains d'entre eux ont des problèmes sérieux de gouvernance et qu'il va falloir assurer que ces montants qui sont loin d'être négligeables et certainement pour un programme européen nouveau, il va falloir que ce programme européen soit couronné de succès. Il va falloir aussi que la gouvernance soit au rendez-vous. Il faudra donc que la Commission fasse son job, pas seulement correctement, fasse son job de manière parfaite. Et il ne faudra pas oublier pour la Commission est très consciente que son travail sera évalué par le Conseil. C'est pas la Commission qui va donner le feu vert aux États membres. La Commission va donner un bulletin, va donner une note aux États membres et ensuite il y aura l'évaluation par le Conseil. Donc, en quelque sorte, l'évaluation de la Commission sera elle-même évaluée par le Conseil. Et puis finalement, il y a des questions de plus moyen terme qui sont d'une part, oui, d'assurer que le plan de relance qui a un potentiel, ben, que ce potentiel soit transformé en succès, pas évident du tout. Et puis, va se poser un certain nombre de questions. Finalement, comment les pays vont rembourser ou comment l'Union européenne va-t-elle rembourser ces emprunts de 750 milliards? Est-ce que, oui, il y aura de nouvelles ressources propres en termes de taxes digitales, de taxes sur le climat, à la frontière, etc. Toutes ces choses-là doivent encore être décidées. Et puis, il y aura la question de savoir est-ce que cette facilité, et ça nous rapproche de la question hamiltonienne, pour certains, certainement pour les pays frugaux, ben, ce qui a été fait, c'est temporaire. Et l'accord, c'est un accord d'une mesure
temporaire, même si le remboursement va se faire sur une période de temps extrêmement, extrêmement longue. C'est une mesure temporaire, mais d'autres, bien sûr, souhaitent que ce qui est temporaire devienne permanent. Et donc là, il y aura bien sûr encore des discussions. Ce sont les crises futures, les gestions de crises futures qui nous diront si effectivement le temporaire sera devenu permanent. Et disons, je pense quand même que c'est cette mesure qui aura été adoptée le 21 juillet restera dans les livres d'histoire. Mais pour qu'elle reste dans les livres d'histoire, il faudra que le plan de relance soit véritablement couronné de succès, non seulement politique, mais économique. Si le plan de relance n'est pas couronné de succès économique, si le plan de relance s'avère être un échec pour différentes raisons, bien sûr que l'édifice va s'avérer extrêmement, extrêmement difficile et ce sera alors finalement une mesure temporaire et non pas permanente. Voilà, je m'arrête ici et j'écoute vos questions. Parfait. Merci pour le respect impeccable du timing. Nous avions reçu des questions posées à l'avance, dont une a déjà trouvé une réponse. Finalement, qui sont les pays de bénéficiaires, ceux qui avaient déjà des plans prêts à être déroulés? Vous avez bien indiqué qu'il faut absolument avoir un plan qui soit bien approuvé pour bénéficier de ce plan. Alors, il y a une autre question. Est-il vrai qu'une première mouture du plan de relance dont vous venez de parler prévoyait un budget pour des apports en fonds propres aux PME? Absolument. Absolument. Donc cette partie-là a été abandonnée, même si il y a une, disons, elle ne fait pas partie. Tout à fait, elle a été abandonnée. Il y a malgré tout la possibilité que cette idée, ce concept, va voit le jour à travers la Banque européenne d'investissement, qui de toute manière aurait été le gestionnaire de cette facilité. Mais disons, la Banque européenne d'investissement a déjà des facilités de ce type-là, mais pourrait l'étendre. Non pas en utilisant cet argent, mais en utilisant d'autres ressources. Donc ça, c'est à voir. Mais ça nous renvoie à la question que j'ai abordée à un moment dans ma présentation, au début de ma présentation, de savoir si des entreprises qui, pour l'instant, en Belgique ou dans tous les pays européens, bénéficient de la part de leur gouvernement respectif, bénéficient de prêts garantis ou de prêts en termes d'échelonnement sur les impôts à payer. Est-ce qu'à un moment, ces entreprises qui pourraient avoir des difficultés importantes et qui seront en risque de faillite, là, les pouvoirs publics, différents pays pourraient prendre des décisions différentes, vont devoir décider que faire. Est-ce qu'on laisse ces entreprises tomber en faillite simplement, ou est-ce qu'au contraire, on passe, on transforme ces prêts en prêts qui sont des prêts à terme à des prêts à très, 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 très long terme? Est-ce qu'on les transforme en participation, en apport en fonds propres, en participation en capital? Je pense que cette question-là est une question qui pourrait se poser et que les gouvernements se posent déjà. Et là se poserait alors la question de savoir est-ce qu'il doit y avoir un volet européen à cette discussion, qui sera d'abord une discussion nationale, mais est-ce que les pays ont besoin d'un soutien européen pour pouvoir mener à bien ces apports en fonds? Je vois une question de Thomas qui se demande comment se fait-il que les différents niveaux de pouvoir en Belgique annoncent des montants de relance dont la somme est supérieure à l'enveloppe européenne pour la Belgique? Vont-ils recourir à l'endettement? Si oui, leurs finances publiques le permettent-ils? Donc, vous posez là une question que je ne suis pas vraiment abordée, mais qui est très, très importante, qui est celle de la gouvernance.
Donc la gouvernance, ça couvre ça couvre beaucoup de choses, mais ça couvre aussi dans un pays comme la Belgique. La Belgique n'est pas le seul à cette enseigne. L'Espagne en est un autre. Des pays fédéraux ou quasi fédéraux comme l'Espagne, où il y a l'interlocuteur européen, c'est le niveau national, c'est Bruxelles et c'est Madrid en Belgique et en Espagne, mais la mise en œuvre de ces plans de relance et les enveloppes, en fin de compte, elles vont aller aux régions. Et donc, il y a au sein de la Belgique une discussion entre le pouvoir fédéral qui est en charge du plan de relance belge et qui est l'interlocuteur des instances européennes et puis les instances régionales en Belgique, en Espagne et dans d'autres pays. Donc là, la question de la gouvernance, comment coordonner tout cela? Donc d'une part, bien sûr, de respecter l'enveloppe, mais ensuite de savoir comment on met en œuvre. Et ça, c'est une question, bien sûr, que les instances européennes au niveau de la Commission vont poser et posent aux instances belges. Comment vous, Belges, au niveau fédéral et au niveau régional, comment allez-vous gérer ce plan? Donc, c'est pas seulement de savoir comment est-ce qu'on répartit les fonds. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus facile, même si politiquement, ça peut être très compliqué, mais c'est de savoir comment tout cela s'imbrique au niveau économique pour assurer que on tire effectivement le plus parti de ces mesures, qui ne sont pas, je le rappelle, uniquement des mesures d'investissement, aussi des questions de réforme. Donc, il y a des réformes qui sont des réformes à entreprendre au niveau fédéral et des réformes à entreprendre chez nous au niveau régional, voire même au niveau des communautés. Donc, c'est une question cruciale que la Belgique doit gérer pour le mieux et pour pouvoir convaincre les instances européennes effectivement qu'elle pourra utiliser à bon escient ces montants européens. D'accord. Il semble que André nous demande les emprunts faits par les États membres doivent être remboursés à court terme, ce qui fait que ce ne serait qu'une aide temporaire. Qu'en est-il exactement? Non, donc les emprunts seront remboursés quand même sur une période de temps relativement longue. Donc, oui, ça, c'est un des avantages du programme européen. Pour certains pays, il y a le fait qu'ils ne sont pas en mesure d'emprunter sur les marchés à des taux aussi favorables que la Commission est capable de le faire. Donc, il y a un différentiel de taux d'intérêt. Ça, c'est plus pour des pays comme l'Italie ou même en particulier l'Espagne. La Belgique, elle aura également un petit avantage à pouvoir emprunter à travers le plan européen. Mais c'est pour ça que d'autres pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, n'utilisent pas cette facilité européenne, ni celle pour la relance, ni SURE, parce que ils sont en mesure d'emprunter à des taux qui sont même meilleurs que ce que la Commission est capable de faire. La période de remboursement est aussi un élément important. Donc là, les pays ne sont pas obligés d'emprunter. Le fait qu'ils empruntent signifie qu'ils y trouvent un intérêt, et l'intérêt est quand même cette prime de risque qui est moindre au niveau commission qu'au niveau, disons, européen qu'au niveau national pour la plupart des pays, mais varie d'un pays à l'autre. Achille nous demande, ou fait la remarque, les financements sont soumis à des conditions d'accès. Est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, parler de véritable solidarité européenne, sachant qu'il y a un risque que ces prêts ou les transferts ne correspondent pas exactement aux besoins de financement dans certains pays bénéficiaires?
Non, moi, disons, je me porte en faux par rapport à à cette vue. Euh, donc, les prêts sont conditionnels. Oui, les prêts sont conditionnels à un certain nombre de choses auxquelles nous avons souscrit. Il ne s'agit pas du tout de prêts conditionnels du type Fonds monétaire ou du type euh, disons, mécanismes européens de stabilité tels qu'on les a connus pendant la crise financière, disons des prêts ou des transferts qui sont liés à une austérité. Donc, ce sont des plans qui sont véritablement des plans, des prêts ou des transferts pour la relance. Mais l'évaluation qui est faite, et je pense à juste titre, c'est que cette relance et ça, c'est le côté résilience. Il faut se rappeler que c'est un plan de relance et de résilience. C'est Recovery and Resilience Facility. Je pense que c'est tout à fait non seulement voulu, mais nécessaire d'avoir ces deux composantes, de vouloir mettre ensemble dans ce paquet non seulement les dépenses pour financer l'investissement, mais aussi pour financer les réformes. Alors, les réformes, ce sont, y compris, on l'a vu, principalement des réformes liées au changement climatique ou à la politique, disons, pour endiguer le changement climatique ou pour le passage au digital, au numérique. Donc, c'est pour faciliter la transformation de nos économies. Et donc là, nous, Belgique, mais chacun de nos pays, nous avons souscrit aux recommandations qui sont faites au niveau européen. On a un cadre européen et ce cadre européen, il se transforme dans des recommandations qui sont adressées à chacun des pays. Et ici, on dit, voilà, vous avez souscrit, on a ensemble, collectivement, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de recommandations à l'Union européenne et à chacun des États membres. Et on souhaite qu'à travers cette facilité, vous mettiez en œuvre ces réformes auxquelles vous avez souscrit. Donc, la conditionnalité, c'est une conditionnalité pour réaliser des objectifs que nous avons élaborés en commun. Je pense que c'est vraiment dans l'esprit européen. Donc, moi, je ne le vois pas du tout comme un élément contraignant, c'est au contraire un élément d'aide. On a des plans, on demande aux États membres de montrer comment, c'est ça la conditionnalité, montrez-nous qu'effectivement, vous utilisez l'argent pour ce à quoi on s'est mis d'accord ensemble à réaliser au niveau européen, mais à le décliner au niveau national. Ah, il y a encore beaucoup de questions, mais bon, je crois qu'on va simplement traiter encore une dernière qui nous vient d'Éric. Que pensez-vous de la demande du Parlement européen d'obtenir maintenant une taxe sur les transactions financières, au moins avec 10 pays, en tant que ressource propre de l'Europe pour financer le plan de relance? Alors, c'est une longue question. Donc, euh, oui, il y a depuis des années cette question sur la taxe financière. Nous avons dans chacun de nos pays des taxes financières qui sont différentes d'un pays à l'autre. Alors qu'il y ait, moi je suis favorable personnellement à ce qu'il y ait effectivement un certain nombre de taxes au niveau européen qui servent à financer une partie du budget européen et une partie du remboursement de ces emprunts européens pour le programme de relance. Maintenant, que ça soit sur le côté financier, pourquoi pas, sur le côté climatique aussi, je pense que ce sont des pistes tout à fait importantes. Si on cherche des ressources qui ont une dimension européenne, je pense qu'effectivement, la question financière est une de ces dimensions européennes importantes. Oui. Et bon, ça c'est ma question, mais que pensez-vous que nos amis polonais et hongrois sont vraiment à même de retarder la mise en œuvre du plan? Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est une question politique qui me dépasse. Disons, si je les examine comme économiste, ben,
on voit, j'ai donné des chiffres pour la Pologne, mais vous pouvez les regarder pour vous-même pour la Hongrie. On voit que les pays de l'Est, dont la Pologne et dont la Hongrie, sont des bénéficiaires importants de cette facilité. Donc, ça n'a pas été une facilité. La facilité de relance, c'est pas uniquement une facilité qui est pour les pays du Sud, ceux qui ont été le plus affectés en 2020 par la pandémie. Il y a une composante très, très importante dans l'allocation, dans la clé de répartition des fonds qui est liée au niveau de revenus par tête. Et c'est pour ça que les pays de l'Est sont des bénéficiaires importants à côté des pays du sud de l'Europe. Donc, en termes économiques, on dirait pourquoi est-ce que les pays comme la Pologne, comme la Hongrie voudraient bloquer cette possibilité qu'ils ont de bénéficier de ces fonds. La raison est une raison politique parce qu'il y a une conditionnalité et il y a surtout le principe de la conditionnalité. On peut discuter sur le contenu de la conditionnalité qu'ils auraient ou qu'ils accepteraient à travers cela en termes de leur système de justice. Je crois que la Pologne et la Hongrie sont opposées pour des questions, disons, de souveraineté. C'est une volonté politique de dire non, là, l'Union européenne va trop loin en nous imposant un certain nombre de choses. Donc, c'est véritablement une question politique. Et je peux pas répondre qu'est-ce qui va primer. Est-ce que ce qui va primer, c'est l'argent dont ils vont pouvoir bénéficier ou leur souhait de souveraineté. Ça, c'est la discussion. Moi, je pense qu'évidemment, on fait bien de mettre ça dans la balance, à eux de prendre les décisions. Et puis, s'ils font capoter les choses, on aura une crise. Et de cette crise, je pense, sortira quelque chose de bénéfique. C'est mieux de crever l'abcès quelque part. Il y aura un coût important en termes économiques, mais on aura clarifié un certain nombre de choses. Ok, un tout grand merci, professeur. Merci aux invités. Vous étiez de nouveau largement plus de 200 pour cette session, qui techniquement, au moins, s'est très bien passée. Et j'en suis soulagé. Nous nous retrouverons dans 15 jours, exactement le 30 novembre, avec un sujet tout à fait différent. Ça présenté par deux spécialistes de Euler Hermès sur l'évolution et les perspectives en matière de faillite en Belgique. Nous aurons encore un rendez-vous à la mi-décembre et nous clôturerons ensuite l'année. Merci infiniment à tous. Bon après-midi, professeur, bon retour dans vos montagnes. Merci. Et à la prochaine fois, comme d'habitude. C'est mon rêve, effectivement. Et mon souhait le plus cher. À bientôt à tous. Portez-vous tous bien. Merci beaucoup. Merci à vous.